Vous savez, les gens me demandent souvent quelle est l'étoile la plus proche de nous, et je réponds Proxima Centauri. Et ils disent « Ah oui, c'est fascinant, elle est si proche ». Et je leur dis « Attendez une seconde, parce que proche est un mot très relatif dans l'univers. » Et quand on commence à comprendre ce qu'est vraiment cette étoile, ce qu'elle fait, ce qu'elle représente pour une planète qui tourne autour d'elle, alors le mot « fascinant » ne suffit plus. Le mot « juste », c'est terrifiant. Alors asseyez-vous parce que je vais vous raconter quelque chose qui va complètement changer votre façon de regarder le ciel la nuit. Proxima Centauri se trouve à 4,24 années-lumière de la Terre. Maintenant, je sais que vous avez entendu ce chiffre, 4,24 années-lumière, mais est-ce que vous réalisez vraiment ce que ça veut dire? Une année-lumière, c'est la distance que la lumière parcourt en une année entière. La lumière, la chose la plus rapide qui existe dans l'univers, voyage à 3000 km par en une seconde, 3000 km. La Terre fait à peu près 4000 km de circonférence. Donc, en une seule seconde, la lumière fait 7 fois et demi le tour de la planète et en une année, elle parcourt environ 9,500 milliards de kilomètres. Vous multipliez ça par 4,24. Et voilà où est Proxima Centauri. C'est notre voisin le plus proche et c'est quand même à une distance proprement absurde. Maintenant, voici quelque chose d'intéressant. Quand vous regardez le ciel nocturne, vous ne pouvez pas voir Proxima Centauri à l'œil nu. Pas du tout. Alors que l'étoile polaire, l'étoile du Nord, elle est visible et pourtant elle est à plus de 400 années-lumière. Elle est 100 fois plus loin que notre voisin le plus proche et vous la voyez clairement. Pourquoi? Parce que Proxima Centauri est extraordinairement petite et extraordinairement faible. C'est ce qu'on appelle une naine rouge, une étoile de type M-Cieux. Sa masse est environ 1 de celle de notre Soleil. Elle est plus petite, plus froide, beaucoup plus sombre. Et pendant des années, les astronomes l'ont regardée en se disant « Voilà une étoile douce, modeste, tranquille ». Ils avaient complètement tort. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur d'une naine rouge parce que c'est là que tout commence. Notre Soleil est une étoile assez grande et dans son intérieur, il y a 2 types de zones distinctes. Une zone où l'énergie se propage par rayonnement, des photons qui se promènent tranquillement, et une zone convective en surface où le gaz chaud monte et le gaz froid descend comme de l'eau qui bout dans une casserole. Vous avez peut-être déjà vu ça. Vous mettez de l'eau à chauffer et vous voyez ces petites cellules circulaires se former à la surface. C'est exactement ce qui se passe dans les couches extérieures du Soleil. Maintenant, Proxima Centauri est tellement petite que cette séparation n'existe pas. L'étoile entière est convective de son cœur jusqu'à sa surface. Tout bouge, tout monte et descend en permanence. Et ça a une conséquence énorme sur le champ magnétique de l'étoile. Parce que, voyez-vous, le champ magnétique d'une étoile, comme celui de la Terre d'ailleurs, est généré par le mouvement des particules chargées à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'effet dynamo. Sur Terre, vous avez du ferno qui tourne, qui crée des courants électriques, et ces courants créent un champ magnétique. C'est pour ça que votre boussole pointe vers le nord. C'est une idée magnifique, vous voyez, du mouvement de matière qui crée un champ invisible qui traverse toute la planète. Eh bien, dans Proxima Centauri, cette convection totale crée un champ magnétique extrêmement intense et extraordinairement chaotique. Des boucles magnétiques géantes se forment à la surface de l'étoile et ces boucles, imaginez des arches gigantesques de gaz ionisé, de plasma qui sortent de la surface de l'étoile et qui y retournent. Ces boucles se tordent, s'enroulent les unes autour des autres et parfois leurs pieds, les points où elles touchent la surface, bougent dans des directions différentes. La tension s'accumule encore et puis clac, la boucle se brise. Elle se reconnecte brutalement et dans ce claquement magnétique, une quantité d'énergie monstrueuse est relâchée en quelques secondes ou quelques minutes. C'est ce qu'on appelle une éruption stellaire, un phare. Maintenant, notre Soleil produit aussi des éruptions et elles ne sont pas insignifiantes. Elles peuvent perturber les communications radio sur Terre. Elles créent des aurores boréales magnifiques. Mais les éruptions de Proxima Centauri, elles sont dans une autre catégorie entièrement. En 2019, des astronomes ont détecté une éruption record depuis cette étoile. Elle était environ 100 fois plus puissante que n'importe quelle éruption observée depuis notre Soleil. 100 fois, et ce n'est pas un événement extraordinaire et rarissime. Ce sont des chercheurs de l'Université du Colorado sous la direction de Meredith McGregor qui ont observé l'étoile pendant 40 heures en 2019 avec une série de télescopes. Le télescope spatial Hubble, l'observatoire ALMA au Chili et d'autres encore, et ce qu'ils ont trouvé est remarquable. Pendant ces 40 heures d'observation, ils ont vu des éruptions géantes chaque jour, des éruptions moyennes et petites plusieurs fois par jour.
L'étoile était en permanence en train d'exploser et la plus grande de ces éruptions, la championne, a augmenté la luminosité de Proxima Centauri de 1000 fois en seulement 10 secondes. 1000 fois en 10 secondes. Imaginez que le Soleil devienne soudainement 1000 fois plus lumineux pendant quelques secondes. Vous ne regarderiez plus jamais le ciel de la même façon. Mais voilà ce qui est vraiment fascinant, et c'est quelque chose que les scientifiques n'attendaient pas. Ces éruptions ne se produisent pas seulement dans la lumière visible, elles produisent également d'énormes quantités de rayonnements ultraviolets et de rayonnements millimétriques, des ondes radio à très courte longueur d'onde. Et le fait troublant que McGregor et ses collègues ont découvert, c'est que ces émissions millimétriques et ultraviolettes sont étroitement corrélées. Elles montent et descendent presque exactement en même temps, ce qui suggère quelque chose d'important sur la physique de ces éruptions, sur l'endroit où l'énergie est libérée dans la structure magnétique de l'étoile. Et ça a une conséquence pratique énorme parce que jusqu'à présent, les astronomes estimaient l'activité des éruptions stellaires principalement en regardant la lumière visible. Mais Proxima Centauri produit beaucoup plus d'éruptions millimétriques que d'éruptions optiques. Elles suivent une distribution statistique différente. Ce que ça signifie, c'est que tout ce qu'on pensait savoir sur le niveau d'activité de cette étoile, c'était une sous-estimation. La vraie quantité d'énergie relâchée est bien plus grande que ce qu'on calculait. Et si vous avez sous-estimé l'activité de l'étoile, vous avez aussi sous-estimé ce qu'elle fait à sa planète. Ah oui, la planète. Je dois vous parler de la planète. En 2016, une équipe internationale d'astronomes a annoncé une découverte stupéfiante. Il y a une planète en orbite autour de Proxima Centauri. Ils l'ont appelée Proxima Centauri b. Sa masse minimale est d'environ 1,3 fois la masse de la Terre. C'est donc une planète rocheuse de taille terrestre et elle se trouve dans ce qu'on appelle la zone habitable de son étoile, la région où la température permettrait à l'eau liquide d'exister à la surface. Vous imaginez, la planète la plus proche de nous a seulement 4,24 années-lumière dans la zone habitable. C'est à ce moment-là que la presse a commencé à parler de jumeaux de la Terre et de nouveaux mondes potentiellement habitables. Les gens étaient enthousiastes. Les projets de voyage interstellaires, le projet Breakthrough Starshot par exemple, qui envisage d'envoyer de minuscules sondes à 20% de la vitesse de la lumière, ont commencé à parler de Proxima b comme cible principale. Mais attendez parce que maintenant, je dois vous dire quelque chose d'important. La zone habitable autour d'une étoile n'est pas une garantie d'habitabilité. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Et Proxima Centauri b accumule les problèmes à une vitesse vertigineuse. Commençons par la distance. Proxima est beaucoup plus petite et plus faible que notre Soleil. Donc pour recevoir suffisamment de chaleur pour que l'eau reste liquide, la planète doit orbiter beaucoup plus près de l'étoile que la Terre n'orbite autour du Soleil. Proxima b orbite à seulement 0,0005 unités astronomiques de son étoile. Une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres. Donc Proxima b est à environ 7,5 millions de kilomètres de son étoile. C'est 20 fois plus près que Mercure n'est du Soleil, 20 fois plus proche. Et Mercure, vous savez, n'est pas vraiment connu comme un monde accueillant. Cette proximité extrême a une conséquence mécanique inévitable, le verrouillage gravitationnel ou verrouillage de marée. Vous connaissez peut-être ce phénomène avec la Lune. La Lune montre toujours la même face à la Terre. Elle tourne sur elle-même exactement à la même vitesse qu'elle orbite autour de la Terre. Donc le même hémisphère nous fait toujours face. C'est parce que les forces de marée exercées par la Terre sur la Lune au fil du temps ont synchronisé sa rotation avec son orbite. Eh bien, il est presque certain que la même chose s'est produite avec Proxima b. La planète est probablement verrouillée. Un côté fait toujours face à l'étoile dans un jour éternel, l'autre côté est dans une nuit éternelle. Réfléchissez à ce que ça veut dire. D'un côté, c'est midi permanent. Le Soleil, enfin l'étoile, est toujours au zénith, toujours à la verticale. La chaleur s'accumule de l'autre côté, une obscurité permanente, un froid glacial. Il pourrait y avoir des vents violents qui soufflent de l'hémisphère chaud vers l'hémisphère froid, essayant de redistribuer la chaleur. Certains modèles suggèrent qu'une atmosphère assez dense pourrait permettre un équilibre thermique partiel. Peut-être qu'une fine bande autour du terminateur, la ligne entre le jour et la nuit, pourrait avoir des conditions supportables peut-être. Mais le verrouillage de marée pose un autre problème plus grave pour avoir un champ magnétique planétaire. Un bouclier magnétique comme celui de la Terre, vous avez besoin d'un noyau en fer fondu qui tourne. Si la planète tourne très lentement, comme c'est probablement le cas pour Proxima b, la génération de ce champ magnétique devient difficile. Elle peut même s'éteindre complètement et sans champ magnétique, le bouclier disparaît. Et maintenant, vous comprenez pourquoi l'activité furieuse de l'étoile devient si menaçante.
Parce que quand Proxima Centauri acte une de ces éruptions massives, elle libère dans l'espace des flots de rayonnement ultraviolet, de rayons X, de particules chargées à haute énergie. C'est ce qu'on appelle l'éjection de masse coronale, des milliers de millions de tonnes de plasma stellaire propulsées dans l'espace à des vitesses de centaines de kilomètres par seconde. Tout ça se dirige vers la planète. Sur Terre, nous avons deux protections. D'abord notre atmosphère et en particulier la couche d'ozone. L'ozone, c'est de l'oxygène sous forme O3, 3 atomes d'oxygène liés ensemble. Il absorbe les rayonnements ultraviolets avec des longueurs d'onde entre 240 et 280 nanomes, qui seraient mortels pour la plupart des formes de vie. Sans la couche d'ozone, les ultraviolets atteindraient la surface et détruiraient les molécules organiques, les protéines, l'ADN. Ensuite, notre champ magnétique dévie les particules chargées, les électrons et les protons des éruptions solaires vers les pôles où ils créent de magnifiques aurores boréales en interagissant avec l'atmosphère. Ces deux boucliers les travaillent ensemble. Proxima b, elle est peut-être sans les deux. Des chercheurs ont réalisé des simulations pour tester ce qu'une atmosphère semblable à celle de la Terre subirait sur Proxima b. Les résultats sont frappants. Lors d'une super-éruption, les particules énergétiques d'une éjection de masse coronale arrivent sur la planète. Elles percutent l'atmosphère et fracassent les molécules de diazote N2. L'azote moléculaire qui constitue 78% de notre atmosphère terrestre. Ces fragments d'azote réagissent avec l'ozone pour former du dioxyde d'azote NO2 et l'ozone disparaît. Dans les simulations, après seulement 5 ans d'exposition à ce régime d'éruption, la planète avait perdu 90% de sa couche d'ozone et le processus continuait. Sans couche d'ozone. La dose de rayonnement ultraviolet à la surface de Proxima b pendant une super-éruption serait 65 fois supérieure à la dose nécessaire pour tuer 90% des organismes les plus résistants aux ultraviolets qui existent sur Terre. 65 fois. Les bactéries résistantes aux ultraviolets, certaines d'entre elles survivent dans des environnements extrêmes. Elles résistent à des doses d'UV qui tueraient n'importe quel autre être vivant. Même elles ne s'en sortiraient pas et les éruptions ne s'arrêtent pas là. Au fil des milliards d'années, cet bombardement constant pourrait tout simplement éroder l'atmosphère entière, arracher les molécules une par une. L'hydrogène s'échappe d'abord, il est léger et facile à ioniser. Puis l'eau se dissocie en hydrogène et oxygène sous l'action des ultraviolets. L'hydrogène s'échappe dans l'espace. L'oxygène peut rester temporairement, mais lui aussi finit par l'atmosphère si jamais elle a existé, disparaît progressivement. Voilà ce qui est vraiment intéressant avec cette histoire, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la science, les surprises dans les détails, parce qu'on aurait pu croire que Proxima Centauri est une petite étoile faible, et donc que ses éruptions sont petites et faibles elles aussi. Non, la relation entre la taille d'une étoile et la violence de ses éruptions n'est pas du tout ce qu'on attendrait intuitivement. Notre Soleil est énorme comparé à Proxima. Et pourtant, ces éruptions, même les plus grandes, sont des pétards comparés aux explosions de cette petite naine rouge. Pourquoi? C'est précisément à cause de cette structure convective totale dont je vous parlais. Les naines rouges ont des champs magnétiques de configuration très complexes. Non pas les jolies boucles ordonnées du Soleil, mais quelque chose de beaucoup plus chaotique. Et quand ces champs se reconnectent, ils relâchent des quantités d'énergie proportionnellement énormes. C'est comme si vous tordez un ressort beaucoup plus petit, mais beaucoup plus raide. Quand il lâche, il peut envoyer une force plus grande qu'un grand ressort mou. Et ce n'est pas tout. Regardez la fréquence. L'équipe de McGregor a observé des éruptions géantes chaque jour. Chaque jour, notre Soleil produit de grandes éruptions quelques fois par an. Peut-être. Les plus grandes, les éruptions X, sont rares et font la une des journaux quand elles se produisent. Proxima Centauri en produit une cinémathèque tous les jours et des super-éruptions des événements d'une énergie de 1033 ERG, soit environ 1 milliard de fois l'énergie d'une bombe à hydrogène, se produirait au moins 5 fois par an autour de cette étoile. Une bombe à hydrogène, pour vous donner un ordre de grandeur, libère l'équivalent d'environ 10 mégatonnes de TNT, soit à peu près 4 à 1023 erg. Une grande éruption solaire est entre 1027 et 1032 erg et une super-éruption de Proxima Centauri 1033. Les chiffres deviennent si grands qu'ils perdent de leur sens. Je sais. Alors voilà comment je l'expliquerai. Si vous étiez sur la planète Proxima b et si vous pouviez regarder votre étoile, mais ne le faites pas, vous la verriez soudainement devenir 68 fois plus brillante pendant 1 heure. 68 fois. Imaginez le Soleil se transformant soudainement en quelque chose d'aveuglant, comme si quelqu'un avait allumé 68 soleils dans le ciel, puis le tout s'éteignant à nouveau 1 heure plus tard. Et ça se produit 5 fois par an.
sans compter les centaines de petites et moyennes éruptions qui se produisent tous les jours. Maintenant, je veux être honnête avec vous parce que la science doit toujours l'être. Il y a une question ouverte et c'est important de la mentionner. Est-ce que Proxima b pourrait quand même être habitable malgré tout ça? Certains scientifiques font valoir que non, c'est impossible. D'autres sont plus nuancés. Voici les facteurs qui pourraient jouer en faveur de la planète. Premièrement, le champ magnétique. Si Proxima b possède un champ magnétique fort et certains modèles suggèrent que c'est possible si la planète a une composition appropriée en éléments radioactifs qui génèrent de la chaleur interne, alors ce champ pourrait dévier une partie des particules chargées. Pas toutes, pas les ultraviolets, mais une partie. Deuxièmement, la vie souterraine ou sous-marine. L'eau est un excellent écran contre les ultraviolets. Si des organismes vivaient à quelques mètres sous la surface d'un océan, ils seraient protégés de même sous la surface rocheuse de la planète. Certains chercheurs suggèrent que la vie, si elle existe sur Proxima b, aurait dû s'adapter radicalement. Développer des mécanismes de réparation de l'ADN extrêmement efficaces, vivre dans des environnements protégés. Les organismes les plus résistants de la Terre, les tardigrades, certaines bactéries extrémophiles, nous donnent une idée de ce que la vie pourrait tolérer. Mais même eux ne survivraient pas à la surface de Proxima b lors d'une superéruption. Troisièmement, la géologie volcanique. Si l'atmosphère est érodée, l'activité volcanique pourrait lentement la régénérer. Une atmosphère secondaire à base de dioxyde de carbone pourrait se reformer, mais ce serait une atmosphère très différente de la nôtre. Et il y a encore un problème que je n'ai pas mentionné, qui est fascinant à sa façon, le passé de cette étoile. Proxima Centauri, comme toutes les étoiles, est passée par une phase de fréquence principale, une phase de jeunesse où elle était plus lumineuse et encore plus active qu'aujourd'hui. Durant cette phase qui a duré environ 180 millions d'années, la planète Proxima b était probablement trop proche et trop irradiée pour que l'eau reste à l'état liquide. Si la planète s'est formée là où elle est maintenant, et nous ne savons pas avec certitude si c'est le cas, elle a peut-être subi ce qu'on appelle un effet de serre incontrôlé. Toute l'eau s'est évaporée, les molécules d'eau ont été décomposées par les ultraviolets, l'hydrogène s'est échappé dans l'espace et la planète aurait perdu jusqu'à 5 fois la quantité d'eau que contiennent tous les océans de la Terre. 5 fois la quantité d'eau des océans terrestres avant même que la vie n'ait eu la moindre chance de commencer. Voilà donc la situation réelle de notre voisin le plus proche, pas le havre de paix que certains imaginaient. Une planète probablement verrouillée gravitationnellement, sans rotation propre, exposée à un côté brûlant et un côté glacial, probablement dépourvue de champ magnétique significatif ou avec un champ plus faible que celui de la Terre, probablement sans atmosphère digne de ce nom, ou avec une atmosphère profondément modifiée et baignée en permanence dans un déluge de rayonnements ultraviolets, de rayons X, de particules chargées, des explosions qui se produisent chaque jour, plusieurs fois par jour, depuis des milliards d'années. Et pourtant, et c'est ce que j'aime dans tout ça, nous n'en sommes pas entièrement certains, la science ne dit pas « c'est impossible ». Elle dit « voilà ce que nous savons, voilà ce que nous avons mesuré, voilà ce que les modèles prédisent ». Et la conclusion la plus probable est que c'est très très difficile pour la vie. Mais la nature a tendance à surprendre. La vie sur Terre existe dans des sources hydrothermales à 400 degrés. Elle existe dans des lacs hyper salins au fond de grottes sans lumière. Elle existe dans les couches supérieures de l'atmosphère. Elle existe dans les réacteurs nucléaires. La vie est remarquablement obstinée. Mais ce qui m'intéresse plus encore que la question de la vie, c'est ce que cette étoile nous enseigne sur les naines rouges en général. Et ça, c'est vraiment important parce que les naines rouges représentent environ 70% de toutes les étoiles de la Voie lactée. 70%. La vaste majorité des étoiles que vous voyez enfin, que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu parce qu'elles sont trop faibles, sont des naines rouges. Et si elles se comportent toutes comme Proxima Centauri, si elles bombardent toutes leurs planètes habitables avec ce régime d'éruption constante, alors la question de la vie dans l'univers prend une nouvelle dimension. Nous avions tendance à penser que les naines rouges étaient des candidates prometteuses pour héberger des planètes habitables, précisément parce qu'elles vivent si longtemps. Notre Soleil vivra environ 10 milliards d'années. Une naine rouge peut vivre des dizaines, voire des centaines de milliards d'années, bien plus que l'âge actuel de l'univers. Plus une étoile vit longtemps, plus sa planète a du temps pour que la vie se développe et évolue. Et il y a tellement de naines rouges. Si elles hébergent des planètes habitables, l'univers est peut-être débordant de vie. Mais les observations de Proxima Centauri nous forcent à reconsidérer cet optimisme. Ce n'est pas que les naines rouges soient vieilles et tranquilles. Elles sont vieilles et toujours aussi furieuses. Leur longue vie ne s'accompagne pas d'un calme progressif.
Proxima Centauri a probablement plusieurs milliards d'années et elle continue d'exploser tous les jours. Il y a une autre découverte récente que je dois mentionner parce qu'elle change encore notre compréhension. L'équipe de McGregor, en utilisant ALMA, l'Observatoire de radioastronomie dans le désert d'Atacama au Chili, une merveille d'ingénierie constituée de 66 antennes travaillant ensemble comme un seul télescope géant, a montré que les éruptions à longueur d'onde millimétrique sont beaucoup plus fréquentes que les éruptions optiques. Elles ne suivent pas la même distribution statistique. Ce que ça signifie, c'est que les études précédentes, qui regardaient surtout la lumière visible, avaient raté une partie énorme de l'activité de l'étoile. C'est comme si vous essayiez de comprendre un orage en écoutant seulement les grondements du tonnerre et en ignorant les éclairs, les vents et la pluie. Vous avez une image incomplète et vous sous-estimez l'intensité du phénomène. Et voilà ce que j'appelle de la bonne science. Vous faites une observation, elle vous donne une image, puis vous faites une autre observation avec un instrument différent dans une gamme de fréquences différentes et vous réalisez que votre première image était incomplète. Vous ne dites pas « mon travail précédent était inutile ». Vous dites « voilà quelque chose de nouveau que je ne savais pas ». Et vous recommencez, vous regardez plus loin, vous posez de nouvelles questions. Les prochaines étapes sont claires. Le télescope spatial James Webb, qui observe depuis décembre 2021 et qui fournit des images extraordinaires, pourra peut-être nous dire si Proxima b a encore une atmosphère. Pas directement parce qu'on ne peut pas résoudre la planète visuellement à cette distance. Mais en observant les transits, les moments où la planète passe devant son étoile, on peut analyser la lumière qui filtre à travers l'atmosphère si elle existe et détecter les empreintes spectrales de certaines molécules. C'est une technique appelée spectroscopie de transit. C'est élégant. La lumière de l'étoile, en traversant l'atmosphère de la planète, absorbe certaines longueurs d'onde spécifiques selon les molécules présentes. Vous regardez le spectre, vous cherchez les creux, et vous lisez la composition chimique de l'atmosphère d'une planète à 4 années-lumière sans jamais y aller. Mais il y a un problème pratique. Proxima Centauri B ne transite peut-être pas. L'inclinaison de son orbite par rapport à la ligne de visée depuis la Terre n'est pas connue. Si son plan orbital n'est pas aligné de façon à passer devant l'étoile depuis notre point de vue, on ne pourra jamais utiliser cette technique. Et des études récentes suggèrent que le transit n'a probablement pas lieu. Ce qui veut dire que pour Proxima b, on devra attendre des télescopes capables d'imaginer directement la planète, de la photographier, ce qui est un défi technologique encore énorme à ces distances et à ces échelles.